Salut à tous, aujourd'hui je vais parler littérature avec ce best-seller. Et quand je dis best-seller, je passe vraiment mes mots parce que c'est vraiment un livre qui s'est beaucoup vendu. Enfin, il suffit de voir les dédicaces. Ou alors le simple fait que la biographie officielle de J.M. Starr a été 2 semaines consécutives l'essai le plus vendu en France. Concrètement, en fait, c'est plutôt 2 livres, hein. C'est une réédition au format poche sur à la fois la biographie de J.M. Starr et ensuite La vérité, toute la vérité. Faut savoir que c'est pas un livre que j'ai acheté, c'est pas non plus une édition presse, hein. C'est un ami qui me l'a acheté pour mon anniversaire, et comme on m'offre pas souvent des livres pour mon anniversaire, je me suis dit, allez, on va y aller. Et il me l'a offert en fait pour ce passage hein, qui l'a fait beaucoup rire. Il s'est dit que moi aussi j'allais rire. Je vous le livre tout de suite. Les rebeux sexy, j'ai tellement répété cette phrase qu'elle a pris l'allure d'un slogan publicitaire. Je n'y peux rien, j'ai toujours bien aimé les rebeux sexy. Certains mecs aiment bien les blonds, pourquoi n'aimerais-je pas les grands bruns aux charmes orientales? L'idée de transgression m'excite, les vermines, l'interdit. Les mecs qui cachent leur sexualité à leurs parents, à leurs potes, pourquoi pas à leurs meufs? Faut savoir que ça continue, hein. Bref, je vous la fais courte, voilà, c'est page 147 si jamais ça vous intéresse. Je me suis quand même dit, je vais le lire, et ça m'a accroché, ça m'a pris. J'ai lu en entier, j'ai lu les 2 livres en entier. Premier constat, c'est que si j'ai réussi à lire ces 400 pages, c'est que le livre n'est pas si mauvais que ça, donc déjà un bon point. Il y a des répétitions, il y a des paragraphes qui qu'en finissent pas, mais globalement, côté écriture en soi, c'est pas si mal écrit. En même temps, il faut savoir que c'est pas J.M. Starr hein, qui l'a écrit, c'est surtout son attaché de presse. Je sais pas à quel point qui a participé à quoi, mais bon, globalement, on sent bien que c'est pas la plume de J.M. Starr. De toute façon, je préfère ça que me taper le livre de Kirby 54 sur son swatting. Par souci de simplicité, je vais dire J.M. Starr pour désigner l'auteur, même si voilà. Et ensuite, je vais spoiler, mais bon, ça, j'imagine que de toute façon, vous comptiez pas lire le livre. Ces disclaimers évacués, on peut maintenant se demander de quoi parle le livre, enfin les livres. Le premier, ma biographie officielle, ça parle de tout un tas de sujets, de thématiques. On a le travail, la réussite, la télé-réalité beaucoup, le bonheur, la famille. Le deuxième, ça parle surtout de sa descente aux enfers, dans ce qu'il refuse vraiment d'appeler le James Stargate. Le premier, il y a des passages assez touchants. Par exemple, quand il parle de son adolescence et de l'homophobie qu'il a accompagnée, comment c'était dégueulasse. Mais aussi parfois des comportements qu'il a eu qu'il regrette et pour lesquels il s'excuse, enfin il s'explique. Et il y a d'autres passages qui sont plus intéressants, hein, avec une description du milieu de la télé-réalité, avec un témoignage qui est quand même assez rare, et qui est plus instructif. Ou aussi, mais quand il parle plus de lui, plus de son intime, quand il exprime l'angoisse de rien faire. Alors bon, qu'on soit clair, hein, Pascal l'avait déjà dit avant, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Je me dis, s'il y a des gamins, des gamines de 16 ans qui peuvent arriver au même point que Pascal sans passer par Pascal, on va presque dire que c'est un ouvrage de vulgarisation, donc pourquoi pas, moi je vois ça d'un plutôt bon oeil. Mais le problème c'est que assez vite en fait on se rend compte que les qualités du livre s'arrêtent un peu là. C'est surtout un livre où J.M. Starr va donner des leçons. C'est-à-dire l'éditeur l'a rangé dans la catégorie document, il a quand même pas mis essai. Mais en fait il faut vraiment voir ça comme un support assez hybride, hein. C'est à la fois un journal intime, une lettre ouverte, un support commercial, un plaidoyer aussi politique, surtout dans le deuxième où il parle d'une loi J.M. Starr. Et dans La vérité, toute la vérité, les points positifs, c'est que quand on va mal, ben, ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui ont vécu des choses pires que soi. Le point négatif, c'est qu'il y a quand même tout un paragraphe où il dit à quel point son mec est fabuleux, son mec est extraordinaire, ça aide moins. À part ça, j'ai pas vraiment envie de le commenter parce que ça me gêne, parce qu'il y a une affaire judiciaire qui est en cours. Ça me gêne parce que c'est aussi vraiment, pour le coup, là on est encore plus dans le règlement de compte, enfin on va y revenir, mais c'est vraiment J.M. Starr distribue les bons et les mauvais points pendant une centaine de pages. Et enfin, ça me gêne aussi parce que je pourrais faire des critiques, mais en vrai, je n'arrive pas à m'imaginer ce que ça a pu être pour lui. Et du coup, j'ai pas envie de moi-même donner des leçons alors que j'ai pas été à sa place. Et fort heureusement. Donc là, c'est le moment où je vais expliquer pourquoi le livre de J.M. Starr me pose problème. Et je me dis, est-ce qu'il y a vraiment des gens sur cette terre que ça intéresse? J'espère ne pas perdre de viewers. En tout cas, j'avais déjà fait un article sur J.M. Starr sur mon site internet pour expliquer où on était de l'affaire, pas l'enfer. Et il y avait beaucoup de monde qui avait cliqué, donc je me dis, c'est un sujet qui doit intéresser ça quand même. Et donc, ce que je reproche à ce livre en une phrase, ce sont ces contradictions qui sont la preuve d'un terrible manque de recul
Le livre est au mieux passable, au pire très gênant. Je m'explique, hein. C'est-à-dire que dès la structure, c'est un peu étrange. On passe un peu vraiment du coq à l'âne. Chapitre 16, deux garçons cohabitent à l'intérieur de mon corps. D'accord. Chapitre 17, les princesses de télé-réalité n'existent pas. Donc déjà, on a fait un bond de l'intime aux dénonciations du milieu de la télé-réalité, pourquoi pas. Chapitre 18, lettre à ma mère. Je trouve ça vraiment bizarre, surtout qu'en plus, la lettre à sa mère est vraiment un point nodal, hein, si je puis dire, dans l'histoire de son livre. Et j'ai l'impression que tout a été un peu agencé au hasard, je ne sais pas. Le problème, c'est que ce côté un peu phrase comme ça lancée au hasard, on va le retrouver tout au long du livre, et pas que dans la grande structure, mais aussi dans d'autres détails. Là, on va passer de sa rencontre avec Paris Hilton, et deux phrases plus tard, il explique que tout le monde le déteste, je cite. Et ensuite, quelques minutes plus tard, tout le monde me lâchait comme la crotte que j'étais, une crotte qui n'évoluait plus qu'en portant des coupes-crottes. Voilà. Et en fait, il faut bien se rendre compte que ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Mais la partie immergée, c'est quoi? C'est que le livre n'a pas vraiment de propos, enfin des propos assez contradictoires. Un coup, il va régler ses comptes en disant pourquoi il est plus ami avec des gens qui apparaissaient dans ses stories. Il va même faire de la diffamation. Il balance sur son chauffeur Uber qui va anonymiser en lui donnant un prénom arabe. Il va dire par exemple qu'il a fouillé dans son buffet où il avait caché 1500 balles en liquide et que 2 semaines après il s'est fait voler ces mêmes 1500 balles. Enfin, et du coup, il va faire un rapprochement cause à effet un peu condamnable pénalement. Pour en revenir plus en détail sur ces contradictions, bon, certaines, il y en a juste, on se pose juste des questions, hein. Page 132. Je travaille sur une table en verre sur laquelle sont installés une imprimante et un ordinateur. Aucune décoration particulière, rien de plus, rien de mieux. Maintenant, page 203. Au-dessus de mon bureau est accroché sur le mur avec des punaises un plan de mon quartier. Bon, en soi, je m'en remets, hein. Mais en tant que lecteur qui fait attention, je me dis c'est un peu blessant qu'on prenne pour un con. Il y a d'autres retournements de situation qui sont un peu plus savoureux, hein, mais ça c'est d'un livre à l'autre. Livre au premier, page 190. Qui est la top AGG? Je vais vous le dire, moi elles sont partout, les top AGG. Jérém Star, c'est le régime de Vichy appliqué à la télé-réalité. Ok. Deuxième livre. Un jour, Ardisson va sortir cette phrase. Ton affaire me rappelle une période sombre de l'histoire. Retour en 1942 sous le régime de Vichy. Après, il y en a d'autres. On ne comprend juste plus la morale. On sent qu'il y avait une idée derrière ce livre et que l'idée s'est perdue en route. Au début du livre, il affirme vraiment qu'il veut se séparer du personnage de Jérém Star et s'adresser authentiquement. Donc du coup, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des contradictions qui sont énigmatiques. À savoir, page 22. Je ne suis pas Jérém Star, non, je m'appelle Jérémy. Jérém Star est fou, Jérémy est un enfant perdu, etc. Les gens pensent que je n'ai pas de vie privée, ils pensent voir sur mon Snap l'intégralité de mes journées. Très bien. Page 107, Snapchat c'est la vie, Snapchat c'est moi. Page 131, je suis navré de vous décevoir, mais mon existence entière tourne autour de mon personnage. Page 161, Jérémy c'est moi, Jérémy Star c'est moi. Moi je m'en fous, mais je me dis juste ça sert à quoi d'écrire un livre où on va dire oui je vais me dévoiler, je vais vous expliquer ma vie si soi-même on ne la comprend pas. C'est tragique, moi je n'en ris même pas, j'en pleure presque. Mais quand il dit j'ai besoin d'être aimé, 2 fois dans le premier livre, 2 fois, et qu'après il essaie de faire le moral en disant ne dépendez de personne, ça m'énerve, ça m'énerve. Parce que c'est quoi le message au fond? Eh bien il n'y en a pas, et c'est triste. Si je vais prendre encore plus de hauteur, eh bien, je pense que ce livre pour Jérém Star, c'est un de communiquer avec tout un tas de personnes. C'est un peu gênant, quoi. C'est un peu comme s'il envoyait des textos à Libé à la place de ses potes, quoi. Au-delà de ça, je pense que c'est aussi la mentalité du personnage qui me déplaît, voire qui me dégoûte. Même s'il le formule pas comme ça, peut-être que sa rage de vaincre, de réussir, vient de son enfance, hein, comme, enfin je me dis peut-être que c'est aussi pour ça qu'il en parle sans explicitement le dire, sans peut-être même l'avoir conscientisé. Mais ça, enfin, c'est vraiment une rage que je trouve extrêmement corrosive, où il y a vraiment une volonté de faire, d'opposer lui aux autres. Il y a même un côté presque de droite. C'est-à-dire que là, si on reprend tout le passage sur l'homophobie au collège, là où par exemple Édouard Louis, qui lui est de gauche, va avoir des rapports de domination sociaux, systémiques, économiques, tout ce que vous voulez, qui crée en fait une homophobie presque de classe, hein, de son milieu social. Jérém Star, lui, va simplement dire qu'il y a les méchants et que lui, il s'est libéré des méchants en avouant pleinement son identité et son homosexualité, et même s'il fait pas la morale en disant faites tous comme moi. Et je pense que ça peut être assez violent pour quelqu'un qui arrive pas justement à s'assumer, que lui renvoyer dans la tête qu'il a juste besoin de s'assumer pour se sentir mieux. Alors après, peut-être que j'ai un peu exagéré, peut-être que Jérém Star dit pas que son exemple est à suivre,
Mais voilà, je trouve ça un peu bizarre. De la même façon, il va s'adresser directement à ces jeunes starlets en leur disant n'envoyez pas de nude, ne faites pas de sextape parce qu'après vous en mordrez les doigts quand vos ex vont les poster sur les réseaux sociaux. Moi je me dis si c'est déjà arrivé à quelqu'un, c'est quand même assez violent de lui renvoyer ça, de lui renvoyer une pseudo-culpabilité qu'il n'a pas en pleine tête. Quelque part, en fait, ça me fend le cœur de voir à quel point il considère que tout le monde a un libre arbitre absolu. Il y a un moment, il va raconter aussi, il passe du temps à faire un peu comme des contes de fées de stars de la télé qui se finissent mal. Là, par exemple, on a en toute décontraction, Pocahontas ne se reconnaît plus, en l'espace d'un an, sa poitrine a quintuplé de volume, elle a fait la chirurgie. À force d'injection, elle a la bouche tellement enflée qu'elle peine à articuler. Pocahontas se voit donc enfin telle qu'elle est, une poupée inutile et laide, la parfaite candidate de télé-réalité. Mais on est où? Enfin, mais pourquoi cette violence en fait? Enfin, Pocahontas, elle a juste fait du mieux qu'elle a pu toute sa vie et elle a peut-être pas conscience de tout. Pourquoi lui balancer ça dans la gueule? Pourquoi lui dire inutile et laide? Enfin, inutile. Il n'y a absolument aucune compassion avec ces personnes qui dénigrent et je pense que au contraire, ça aurait pu être sans doute la plus grande leçon qu'un mec comme lui aurait pu faire dans un livre. C'est juste contre le harcèlement. Pour moi, la solution, c'est pas tant de soi-même s'ouvrir que de devenir, que de faire preuve de plus de compassion, de plus d'indulgence. Et voilà, enfin, et je trouve vraiment très violent aussi. Il raconte par exemple à un moment un fan de lui qui lui dit de le suivre sur les réseaux parce que plus tard il veut faire être influenceur et Jalen Star qui balance comme ça, ah mais non, mais il avait aucun talent, trouvez-vous des talents avant de devenir influenceur. Enfin, je veux dire, lui non plus le confessait dans son livre qu'il n'avait pas de talent particulier à part d'être excentrique. Je trouve le livre assez violent, enfin, avec les personnes qui s'adressent quand on a demandé et qui plus est dans la réception que peuvent en faire les plus jeunes. Parce qu'en plus de donner des leçons, il donne pas forcément non plus les bonnes. Même lui, en fait, il y a plein de chapitres où il va argumenter en disant à quel point il est accro au travail, à quel point ça le rend malheureux. À un moment, il va même dire si quelqu'un voulait être James Star, il faudrait qu'il passe des tests physiques et psychologiques, laissant bien entendre que ça lui pèse sur le moral et qu'il dort peu, etc. à cause de son boulot. Et en même temps, il fait aucune mise en garde sur le burn-out, il va juste dire aux gens, ah ben, si vous voulez devenir comme moi, travaillez dur. En affirmant en même temps que c'est pas vraiment souhaitable sa position, je trouve qu'il y a un côté un peu hors sol, qu'on retrouve dans le livre, à un moment, ben, toujours dans ces contes de fées. Cendrillon est à la rue, désespérée sans un sou, sinon les 15 000 € qu'elle gagne tous les mois. Et en fin de compte, moi j'ai juste l'impression que c'est quelqu'un qui est animé d'une rage contre beaucoup de gens, qui n'ont pas tous fait quelque chose. Et là, il aurait pu profiter de son audience qui est donc massive pour faire passer des messages d'amour, hein, on peut dire ça comme ça, presque comme une prêche. Il en a juste profité pour assez égoïstement faire la morale à tout le monde. Voilà, donc j'espère que cette critique et ces résumés vous auront convaincu que pour 7,60 € vaut mieux acheter du Pascal, hein, parce que c'est un peu cher hein, pour un livre où toutes les trois lignes il y aura mes vermines, mes Jeanne Starlet, etc., qui nous explique que le milieu de la terreté c'est toxique, on s'en doutait. Enfin non, je ne savais pas qu'il y avait de la vente d'armes aussi dans ce milieu, voilà, j'ai appris ça, et que Jeanne Star est totalement innocent de son affaire. Bon, Bon, après, je m'excuse, hein, ça fait un moment que le livre est sorti, je fais cette vidéo un peu tardivement. Je me sentais pas la force de tourner tout de suite, mais bon, écoutez, je suis là maintenant. J'espère pouvoir trouver d'autres sujets de vidéos parce que ça me plaît quand même de faire ça. Et voilà, donc n'hésitez pas à m'encourager en commentaire, et puis j'espère que votre rentrée se passe bien, et puis à très vite.